Bonjour Philippe Bellaval. Vous avez été le président du Centre des Monuments Nationaux et vous êtes aujourd'hui le conseiller culture du président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée. Et vous publiez Notre-Dame de Paris, une histoire de l'île de la Cité aux éditions des Presses de la Cité, de la première pierre à la reconstruction. C'est passionnant. J'ai envie de vous dire, ça y est. Ça y est, le pari de 5 ans est tenu. Oui, il est tenu. C'est dès le lendemain de l'incendie, donc le 16 avril 2019, que le président a émis le vœu que le chantier soit conduit en 5 ans. Parce Oui. que dans son esprit, un chantier qui eût été interminable, qui eût infligé aux Parisiens et aux visiteurs de Paris le spectacle d'une cathédrale meurtrie, c'était une idée pour lui insoutenable. Et il en a fait un objet, en quelque sorte, de fierté française, la capacité de redresser très vite ce bâtiment. Et on voit les images terribles là à l'écran de ce qu'a été cet incendie qui a sidéré la planète entière. Et vous le dites dans ce Oui. livre. Oui, tout à fait. Moi-même, d'ailleurs, si je puis évoquer un souvenir personnel, quand j'ai été informé, je n'étais pas à Paris. Bon, j'ai cru que c'était un petit feu assez quelconque. L'idée que Notre-Dame pût brûler m'était complètement étrangère. Et quand j'ai découvert l'étendue du sinistre, oui, j'en suis resté sans voix. Je me suis empressé de rentrer à Paris. Et je n'ai même pas voulu aller aux abords du chantier parce que d'abord je comprenais qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était très difficile, mais ça m'aurait fait trop de peine. Oui, oui. Vous décrivez cela, évidemment, 18h18, une première alarme qui retentit, les premiers véhicules de pompiers qui arrivent à 18h59, une demi-heure, Oui, ce qui est long. Non, parce qu'en réalité, les pompiers n'ont été officiellement alertés que vers 18h45, 18h50, c'est-à-dire qu'ils sont une fois vraiment alertés, ceux de la caserne Poissy, qui est la plus proche de Notre-Dame, sont arrivés très vite. Le problème, c'est que, et le film de Jean-Jacques Hano d'ailleurs, pour les téléspectateurs qui l'ont vu, le montre bien, il y a eu une première alerte, donc on a évacué la cathédrale vers 18h20, comme vous le dites, et puis on est allé voir où ça brûlait, et on n'a pas trouvé la source du sinistre. Donc le public est revenu, il y a eu une deuxième alerte, une deuxième évacuation. Et là, il y a une petite trentaine de minutes qui a été perdue incontestablement. Oui, vous dites dans ce livre, saura-t-on un jour véritablement ce qui s'est passé, l'origine de cet incendie? Il y a plusieurs causes possibles. Vous savez, les moments de travaux sont les plus délicats pour les monuments historiques, comme Notre-Dame, parce que il y a des dispositifs électriques, des dispositifs chauffants qui sont mis en œuvre, alors qu'ils sont pas forcément bien branchés. Il peut y avoir un court-circuit, une négligence. Quelqu'un qui fume malgré l'interdiction. Voilà, donc c'est une de ces causes-là et peut-être plusieurs à la fois. C'était vers 1h du matin qu'on considère que l'édifice ne va pas s'écrouler complètement. Le président de la République, Emmanuel Macron, se rend à un moment à l'intérieur de la cathédrale et vous dites, alors que elle est encore en situation de pouvoir s'écrouler. Oui, et le plomb fondu des couvertures s'égoutte, coule dans la cathédrale. Il y a évidemment une odeur absolument épouvantable, très âcre, de la fumée. Et une photo d'ailleurs de presse le montre. Malgré tout, au fond de la nef, la grande croix de bronze que le cardinal Lustiger a commandée au sculpteur Marc Couturier, elle est là et brille au milieu de ce spectacle de désolation. Et 5 ans après, le président reste marqué par ce moment. Oui, vous êtes très proche, bien sûr, je le disais, d'Emmanuel Macron, puisque vous le conseillez, vous le sentez affecté à ce moment-là. Comment il vit cet événement? Alors, je n'étais pas son conseiller à l'époque de l'incendie, mais quand il l'évoque, je peux reconstituer son sentiment. Ben, il partage la consternation générale. Et il sent tout de suite, de par les témoignages qu'il reçoit, le fait que toutes les télévisions prennent le relais de la France, que les messages de chefs d'État, de personnalités internationales affluent très vite, il comprend que c'est un événement de résonance mondiale. Mais comment peut-il dire, et dès le lendemain,
il faudra que cette cathédrale soit construite en 5 ans. Comment peut-il s'engager? Je pense qu'entre l'incendie et le lendemain, il a pris des avis. Et puis après, c'est le rôle de l'homme politique de donner un horizon et de faire preuve de volontarisme. Et dans ce cas, c'est d'autant plus méritoire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Covid au milieu. Entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu le Covid. Et malgré le Covid, qui a pu retarder, compliquer certaines choses, le délai est tenu. Oui. Donc c'était vraiment une intuition très forte. C'est un chantier, vous dites, c'est le chantier du siècle. Oui. Vous le racontez dans ce livre, hein, Notre-Dame de Paris, voilà, Philippe Belaval. Parce que c'est colossal. C'est un Paris qui met en œuvre des gens impliqués. Il y a quelque chose qui va au-delà, au fond. Bien sûr, il y a la spiritualité. Il y a l'envie de réussir quelque chose. C'est un monument que tout le monde a vu un jour ou l'autre en photo, dans un film, etc. C'est cette silhouette au milieu de l'île de la Cité, cette flèche très, très aiguë construite par Viollet-le-Duc au siècle dernier. Ça fait vraiment partie des emblèmes de Paris, avec la Tour Eiffel, avec le Sacré-Cœur, avec d'autres monuments. Et donc, le fait que ce monument qui était là depuis toujours puisse être endommagé, puisse avoir été à tout près de disparaître, c'est évidemment un facteur d'émotion pour tout le monde. Mais est-ce qu'on va retrouver Notre-Dame embellie, identique ou au fond régénérée? C'est-à-dire qu'une autre histoire qui commence. Mais embellie et régénérée. Je n'ai aucun doute là-dessus, parce que j'ai pu évidemment suivre le chantier et pénétrer dans la cathédrale avant sa réouverture. Le résultat de la restauration est stupéfiant. Stupéfiant de beauté, parce que la cathédrale retrouve son volume, elle retrouve sa lumière, des éléments décoratifs qui avaient été encrassés au fil des siècles, qu'on ne pouvait pas bien distinguer, retrouvent toute leur splendeur. Ça va être un sujet d'émerveillement pour tous les visiteurs et tous les fidèles qui vont s'y presser. Oui, vous dites 10-15 millions de visiteurs, ça c'était avant. Oui. Ça va être encore plus maintenant. Oui, alors évidemment, la cathédrale ne peut absorber que ce que ses dimensions autorisent. Et je suis absolument certain que oui, il va y avoir un très grand concours de foule et que les visiteurs seront très très nombreux, parce que c'est un événement extraordinaire. Personne n'a vu cette cathédrale comme on va la revoir à partir du 9 décembre à Paris. Oui, alors vous allez plus loin, Philippe Belaval, dans ce livre. Vous dites qu'il faudrait profiter de cet événement tragique pour, au fond, relancer l'île de la Cité. Parce que votre livre parle aussi, bien sûr, de l'île de la Cité. C'est qu'au fond, vous voyez, l'île de la Cité, c'est comme un navire au centre de Paris et qui emporte, et là, évidemment, de Peggy à Hugo, évidemment, tous les grands écrivains étaient là, mais qu'au fond, la cathédrale n'est pas seule. Oui, c'est-à-dire que depuis, si vous voulez, le début de l'ère chrétienne, donc depuis 20 siècles maintenant, cette île est le siège principal et de l'autorité royale et de l'autorité ecclésiastique. Et donc, dans un tout petit espace de terrain, il y a un condensé de toute l'histoire de France depuis l'occupation romaine jusqu'à nos jours. Et il y a des liens très étroits entre les monuments. Par exemple, si l'Hôtel-Dieu est tout près de Notre-Dame, c'est parce qu'évidemment, la fonction de soins, la fonction caritative était un prolongement de l'activité spirituelle. La justice, au palais de justice, on rend la justice depuis Saint-Louis. Donc, il y a des liens qui sont extrêmement forts. La couronne d'épines que Saint-Louis a achetée a été déposée à Notre-Dame avant l'achèvement de la construction de la Sainte-Chapelle. Depuis la Révolution, elle est revenue à Notre-Dame. Enfin, on ne peut pas, si vous voulez, parler de Notre-Dame
Notre-Dame en faisant abstraction de son contexte urbain historique. Oui, mais vous dites aussi, ça serait l'occasion de montrer que le baron Haussmann n'a pas complètement réussi, et je vous cite, l'entreprise d'aseptisation Oui. qu'il a, avec finalement avoir percé et avoir détruit aussi beaucoup de monuments historiques, qu'au fond, vous dites, il faudrait en profiter pour redonner de la vie. Je pense que tous les amoureux de Paris le souhaitent, parce qu'effectivement, c'est un quartier d'où la vie urbaine, avec toutes ses composantes, évidemment l'habitation, mais aussi le commerce, ça, ont pratiquement disparu. Il n'y a qu'à la pointe est et à la pointe ouest, du côté de la place Dauphine, qui reste encore des habitants, et tout le reste, ce sont des locaux administratifs, des bâtiments publics, alors qui ont leur usage et qui ont leur fréquentation, et beaucoup de touristes, mais beaucoup de touristes qui ne se rendent pas compte de ce lien dont je parlais entre ces différents espaces. Et donc, oui, je pense qu'à partir du chantier de Notre-Dame, maintenant qu'elle a retrouvé sa splendeur, à partir de la rénovation de ses abords, que la ville de Paris va conduire maintenant, eh bien, c'est toute une réflexion qu'il faudrait avoir pour montrer que ce lieu, ce n'est pas simplement une gigantesque cité administrative, mais que c'est un lieu fondamental pour l'histoire de Paris et de la France. Oui, mais vous avouez dans le livre aussi qu'il y avait eu des projets. François Hollande, président de la République, a fait un rapport, il voulait, puis la mairie de Paris, pas d'accord, et puis etc. Tout ça, c'est qu'au fond, vous dites, c'est une occasion de se rassembler. Oui. C'est l'occasion de repartir. Je le crois, et je pense que, vous savez, il faut laisser, même aux meilleures idées, le temps de cheminer. Je pense que l'incendie de la cathédrale, de ce point de vue, avec le traumatisme qu'il a créé, est aussi un ferment de changement, un ferment de transformation. Et évidemment, le vœu que je forme en tant qu'auteur, c'est que ce ferment germe et donne de nouveaux développements. Alors c'est fabuleux dans ce bouquin parce qu'il y a justement, c'est alphabétique aussi, vous de raconter tout ça, mais on s'aperçoit de l'histoire, de la richesse, mais de l'aventure de cette île de la Cité, évidemment de Notre-Dame aussi, mais des incendies à répétition, la politique, les révolutions qui passent par là. C'est un quartier en ébullition, c'est le cœur et l'histoire de Paris qui se joue. Absolument, c'est vraiment un condensé de l'histoire. Toutes les révolutions ont eu des conséquences sur l'île. Il y a eu évidemment de très grands hommes qui ont vécu ou qui ont accompli de grandes actions sur l'île. Il y a le roman de Victor Hugo et il y a ces personnages. Je pense que c'est l'imaginaire qui rejoint la réalité, qui finalement devient la réalité. Quasimodo et Esmeralda, entre le roman bien sûr, mais les adaptations, les films, les dessins animés, la comédie musicale, tout cela aussi fait la popularité de Notre-Dame et de l'île de la Cité. Oui, vous citez, je disais, Charles Péguy. Oui. Il disait quoi sur l'île? Il disait que c'était un grand navire, comme une péniche amarrée, et qui, justement, regardait toujours vers l'ouest, vers l'Occident, toujours prêt à appareiller. Et au fond, je pense que cette idée de fierté française que le président invite à partager au moment de la réouverture est une traduction moderne de cet esprit. Oui. Le pape va manquer ce jour-là? Le pape manque toujours, mais il est responsable de ses déplacements. Oui. Alors, Hugo, Les Misérables, et puis évidemment Notre-Dame. Et derrière ça, il y a le souffle de l'histoire. Parce qu'au fond, Victor Hugo signifiait quoi de ce qu'est Notre-Dame? Et pourquoi, au fond, pour lui, c'était si important? Parce que il a vu dans Notre-Dame, au fond, l'expression de toute une époque, mais par-delà les époques, une expression de la permanence d'un génie français.
Et donc, il écrit son livre en 1831, c'est-à-dire à un moment où l'art du Moyen-Âge commence à peine à sortir du purgatoire dans lequel l'époque classique l'a plongé. Et donc, il comprend, en décrivant minutieusement la cathédrale, la ville tout autour, que voilà, ce monument exprimait tout ce qui faisait la cohésion d'une société au moment de la construction. Et il invitait ses lecteurs à se resituer dans ce grand mouvement. Ouais. Et ça a très bien marché, puisque donc le livre paraît en 1831, et c'est en 1843, donc vraiment dans le prolongement direct, que Lassus et Viollet-le-Duc se voient confier la restauration de la cathédrale, qui était en bien piteux état à l'époque. Oui, donc déjà, on a eu déjà des chantiers. Oui, bien entendu. C'est pas la première fois. Donc, non, bien entendu. Et donc Victor Hugo a un rôle tout à fait décisif dans l'histoire de la cathédrale parce que il sensibilise à l'importance de la sauver par son livre et ensuite par les personnages qu'il y installe, il en fait un mythe mondial. Oui, il y a un chapitre sur Quasimodo et Esmeralda. Au-delà, on peut dire que Notre-Dame, c'est quelque chose d'unique, parce qu'évidemment, il y a la dimension spirituelle, mais il y a quelque chose d'universel, il y a quelque chose qui va au-delà à travers... C'est un monument d'élévation, de toute façon. C'est le propre de l'art gothique de savoir s'élever au-dessus de tous les édifices environnants. Et puis il y a cette flèche que Viollet-le-Duc a ajoutée, qui monte 96 mètres au-dessus du niveau du sol. Donc je crois que l'on soit croyant ou pas, on est sensible à cet élan que Notre-Dame donne au cœur de Paris. Oui, et de sa beauté. Et de sa beauté, parce qu'il y a quelque chose de cette beauté-là. Oui, c'est un bâtiment très homogène, parce que quand Viollet-le-Duc entreprend la restauration, donc après 1843, il aurait pu faire quelque chose de complètement différent. Et il a essayé de restituer ce qu'était une cathédrale gothique au XIIIe siècle. Et alors évidemment avec un langage et des choix qui ont pu être discutés parfois, mais en tout cas sans porter atteinte à l'homogénéité de cet édifice, à sa silhouette en croix latine parfaite, ces deux tours qu'il n'a pas revêtues des deux flèches qui leur manquent. Voilà, donc c'est une grande restauration et en même temps un grand respect de l'œuvre originale. Ouais. Et vous, le conseiller culture du président de la République, la fierté de se dire au fond ce jour-là, la France brillera dans le monde à travers cela. Mais je le souhaite parce que la capacité d'avoir mené ce chantier extraordinaire en si peu de temps et la beauté rendue à la cathédrale est incontestablement un sujet de fierté pour tout le monde, quelles que soient ses convictions politiques, quelles que soient aussi les convictions religieuses. Merci. Philippe Bellaval, conseiller culture du président de la République, ancien donc président du Centre des Monuments Nationaux pour Notre-Dame de Paris, une histoire de l'île de la Cité, de la première pierre jusqu'à la reconstruction aux presses de la Cité. C'est un livre absolument formidable. Merci beaucoup Philippe Bellaval d'avoir été avec nous. Merci à vous.